La première diapositive, ça va être la diapositive de la fin. C'est-à-dire que dans ce monde où nous sommes noyés d'informations, que ce soit en imagerie, en biologie, en électrocardiographie quantitative, ce qui compte le plus, bien sûr, puisque c'est notre but à tous, je pense, en tant que soignant, c'est finalement un peu, c'est de mettre notre intelligence au désert et puis notre main dans le monde. Et notre main dans le monde, c'est chaque patient que l'on a en face de nous et qui, comme vous le savez, vous êtes médecin, est différent. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Et nous avons tous des façons d'exprimer finalement une maladie. Donc on exprime une maladie dans un contexte aussi social, environnemental, médical. Et nous sommes aussi tous différents au niveau, bien sûr, je reviens à ma tasse de thé, c'est l'électrocardiologie. Et en effet, on a parlé d'empreinte digitale, mais nous avons tous un électrocardiogramme singulier, propre à chacun d'entre nous. Et c'est une expression finalement électrique qui signe finalement l'absence ou la présence d'une maladie cardiaque évolutive ou non. Ça, c'est vraiment important, on ne le dira jamais assez. Pourtant, c'est sous-utilisé. Hein, nos internes ne savent plus lire un électrocardiogramme. Et je le comprends parce que c'est vrai qu'on est tellement joyeux d'avoir une IRM, un PET scan, c'est tellement fantastique, mais on en oublie que finalement, il y a la description, après il y a l'interprétation, et puis après il y a la croyance, ou maintenant on dit croyance. Et ça montre bien la subjectivité finalement de notre analyse et la complexité dont parlait Damien. Enfin, mais bon, on y reviendra. Donc ce que je voulais dans cet exposé de 15-20 minutes, c'est simplement vous donner donc une idée de notre démarche, nous, à Lyon, donc à l'Institut Neuromyogène, face à cette situation d'incertitude aussi et de complexité. Mais avant tout, franchement, cet aller-retour, et on n'insistera jamais assez, même si on est, encore une fois, inondé de choses savantes, extraordinaires dans l'imagerie, ce qui compte le plus, bien sûr, c'est l'environnement familial, l'expression de la maladie dans la famille, parce que c'est une maladie héréditaire, et ça, c'est vraiment important. Et ça demande de l'huile de coude. Il faut retrousser les manches, vous le savez. Parce qu'aller s'enquérir de la maladie du grand-père, de l'oncle qui habite à Lille, Tourcoing ou je ne sais pas où, ça c'est du travail. C'est du travail. Et après, s'astreindre à discuter avec les biologistes, les généticiens, les électrophysiologistes, ça c'est aussi du travail. Donc c'est quasiment, il faut une force surhumaine pour être en mesure finalement de synthétiser toutes ces informations et de la communiquer. Alors communiquer c'est un grand mot, hein. On communique tous, on parle tous, mais est-ce que l'on se parle vraiment? Ça c'est une autre affaire. Donc ça, vous voyez, donc je pense qu'on aussi par un gros point d'interrogation, parce que c'est un peu l'état d'esprit de ces journées aussi, donc de commencer par des généralités. Et puis maintenant, je vous rassure, je vais aller dans le particulier, avec bien sûr la rythmologie. Donc, vous voyez, donc cette somme finalement de ce décryptage maintenant des troubles du rythme cardiaque, c'est nombreux. Donc il y a encore une sémiologie extrêmement précise. Et je vois beaucoup de dénominations d'électrocardiogrammes qui sont complètement à côté de la plaque. C'est pas par prétention que je dis ça, mais quand on nomme mal les choses, ça a ajouté un peu du malheur du monde. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Albert Camus. Donc voilà, donc nommer les choses, les dire et prédire, c'est anticiper, prédire avant, dire, raconter une histoire. Et ça, c'est tout l'enjeu actuellement pour moi, c'est le plus difficile. Alors avant, c'est pas nouveau, parce qu'avant il y avait les augures, les oracles. Donc voilà, on regardait si les oiseaux passaient à droite ou à gauche de l'épaule pour prédire. Maintenant, on regarde un test génétique, s'il est positif ou négatif. C'est exactement le même processus intellectuel. Tout est dit, on arrive trop tard. Après, cette confusion, cette description sémiologique, qui est encore une fois bâclée, correspond une hétérogénéité génotypique. Ouais, si au généticien, vous allez donner ce patient a une tachycardie. Ouais, mais quelle tachycardie? Dans quel contexte familial? Et vous donnez un gène. Alors il va dire le gène, après il va vous dire classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, classe 6. Incertitude. Alors après on construit des scores, donc des scores probabilistes. C'est-à-dire, finalement, et on décide, dans une situation d'incertitude complexe, on va prendre une décision probabiliste. Ça, il faut le dire aux patients. C'est de la probabilité. Ce n'est pas le prêtre qui va donner l'oracle qui va vous dire, voilà, donc je suis le substitut, je prévois votre avenir. Non, c'est pas ça. C'est de la probabilité. Alors, probabilité, c'est vrai que quand on entend le JT la veille pour dire, voilà, il va pleuvoir demain, 30% de risque, il y a des gens, 30% c'est énorme, d'autres 30% c'est rien, ils ne prendront pas de parapluie. Risque de décès, par exemple, vous descendez un escalier à toute vitesse, 4 à 4, risque de décès, 4%. Est-ce qu'on va vous empêcher de descendre 4 à 4 les escaliers? Non. Après, c'est le libre arbitre. Enfin, ça, c'est une autre notion. Donc, quand on délivre une information, après, et ça, c'est la démocratie sanitaire, celui qui décide, c'est pas vous, c'est pas nous, pardon, c'est le patient. Ça, c'est la loi Kouchner qui a 23 ans. Donc, c'est vraiment, c'est la démocratie sanitaire et participative. Donc non seulement vous avez fait
l'effort d'engranger les informations, mais après de les distribuer, et puis pas de dire, c'est pas parce que vous avez un risque à 10% que vous allez obligatoirement avoir un défibrillateur. Souvent, c'est ce que j'entends. Ah, vous avez une mutation PKP2, classe 5. Oh là là, mon Dieu, l'expression est dramatique. Défibrillateur. Non. Parce que regardez un peu, je vous démontrerai dans plusieurs exemples finalement de description dans des cardiopathies héréditaires à expression rythmique. Il y a des tas de gènes, on a 20 000 gènes dans l'organisme. On est tous des mutants, on est tous différents, on a tous des variations génétiques. Et vous amuserez à faire des exomens entiers. Nous, ce qu'on a fait de certains patients, alors là, la réponse, on a des mutations pour l'autisme, pour l'Alzheimer. Alors, finalement, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore, c'est vrai, donc on a tous des variations. Après, le gros travail, ça va être justement cet aller-retour entre le phénotype, l'électrocardiogramme, l'expression clinique, et la génétique. Alors, en rentre, il y a épigénétique, métabolomique, omique, mais quand même, je vois que même la tendance maintenant, c'est revenir génome-wide analysis, etc., polymorphisme, corps polygénique, etc. Là, on nous rebat les oreilles avec ça. Et maintenant, on revient quand même à des choses plus pratiques. On parle de phénome. Et une diapositive que nous montrons tout à l'heure, on regroupe par phénotype clinique, électroclinique. Simple. C'est le socle de notre réflexion. Alors évidemment, donc encore une fois, des belles images, on est noyé. C'est très difficile l'interprétation. Encore une fois, la description, ça c'est vraiment... Quelquefois, on va directement à l'interprétation. Non, on décrit, on regarde nos yeux. On regarde avec nos yeux, par contre. Pardon. Et ça, c'est difficile. On connaît tous les IRM, l'interprétation, on a mis est-ce qu'il y a du rehaussement tardif, est-ce qu'il n'y a pas de rehaussement tardif, quelle est l'épaisseur du myocarde. Alors là, je vous mets au défi de trouver une définition. Et pourtant, c'est là-dessus qu'on bâtit notre décision. Alors évidemment, on multiplie les examens pour se rassurer. Le patient, au début, est perdu. Et le cerveau ne s'habitue pas à l'incertitude. Malheureusement, c'est pour ça qu'on continue, on est insatisfait, parce qu'on a besoin de certitude. Il n'y a rien de pire pour un patient que de dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous mieux lui dire, voilà, il y a quelque chose de grave, et voilà, comme ça va se passer, on l'explique. Mais par contre, dire classe 3, par exemple, le variant de classification incertaine, alors là, c'est destructeur pour le cerveau. Ça ne fonctionne pas. Se met en bug. Alors, c'est vrai que, encore une fois, le phénotypage compte, mais c'est extrêmement difficile. Encore une fois, description, interprétation, croyance ou croyance. Là, on est dans le domaine de, finalement, presque, pas irrationnel, mais presque. Et pourtant, notre but, enfin, une fois, c'est ce sur quoi, pourquoi on se bat, pour qu'on est tous différents, c'est d'essayer d'échapper à ces grands essais randomisés. Là, le dernier que j'ai entendu, c'est 17 000 patients. Waouh, 17 000 patients. Et alors que chacun de ces 17 000 patients a une expression, finalement, une réponse à une thérapeutique qui lui est propre. Non, pof, tout le monde dedans. Ce qu'on veut, finalement, c'est en effet, c'est l'approche, j'allais dire, par discrétion, donc la discrétion, c'est une approche discrète, la discrétion au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire vraiment, donc pas continu, parce que c'est un continuum, la maladie, donc on va discrétiser un peu l'information médicale pour justement rendre compte de la réponse individuelle. Alors je reviens aussi à ces variants génétiques, c'est vrai que c'est toujours difficile, parce que dans les réunions multidisciplinaires qu'on a, c'est vrai qu'on nous jette comme ça ces variants avec des classes 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, vous voyez, donc la pathogénicité, comment elle se définit, elle est probabiliste. Donc un peu d'exploration fonctionnelle, un peu d'acides aminés conservés, un peu de banque de données, de CleanVar, etc. Voilà, à partir de personnes, voilà, ça bouge en plus les cas contrôles, parce que c'est des patients généralement comme vous et moi, donc entre 40 et 60 ans, mais voilà, c'est une population et le génome est susceptible de variation. Voilà. Après ces généralités, je vais revenir à des cas particuliers, puis vous donner un peu l'idée de la démarche qu'on utilise nous à Lyon, qu'on a utilisée ces dernières années, pour essayer de prédire, certes, mais je pense qu'avant tout, c'est pas prédire n'est pas expliquer, pour essayer de comprendre. Parce que quand on comprend, quand on explique, eh bien, on est plus en mesure d'expliquer finalement aux patients, à nos collègues, finalement ce qui se passe dans l'état actuel des connaissances. Et donc, je pense que plus que l'information, c'est en effet c'est l'interaction qui va se développer entre vous, le patient, et entre nos collègues. Donc la description est importante. Donc 2 enfants, vous voyez, donc Héloïse et Emma. Emma, donc 10 ans, a un flotteur atrial sur cœur sain. Héloïse, donc elle a un électrocardiogramme normal, pas d'antécédents familiaux de mort subite. Et la première fait un accident vasculaire cérébral avec hémiplégie, alors qu'elle avait un SHAD2 score à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément pour prédire un élément embolique cérébral. Et la deuxième fait une mort subite aussi, alors qu'il n'y avait aucun élément pour faire une mort subite. Donc ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on va pratiquer la cardiologie de la précision, donc l'anticoagulation, parce qu'à l'aveugle, donc parce que tous les patients avec flotteurs, on va les anticoaguler, pourquoi pas. Et on va mettre un défibrillateur, finalement, à une enfant de 10 ans ou même moins. Non, finalement, le but, ce qu'on veut tous, justement, c'est
catégoriser ce risque avec justement du patch clamp. Donc là, vous avez ici le patch clamp, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va isoler chez l'enfant une mutation. Donc notamment ici, on a fait un gène SCN5A. Et vous voyez, ce gène SCN5A, après, on le transfecte dans une cellule, des ovocytes de Xénope, et puis on voit, on étudie sa réponse à un médicament. Ici, c'est la mexilétine. Donc cette gamine, plutôt que du méthadéfibrillateur, on lui a mis Mexitil. Et ça marche. Un exemple, hein, il y en a d'autres. Hein. Donc vous voyez, cette approche entre, finalement, de prédiction et surtout intervention-action. Et puis pour la première enfant, donc vous voyez, donc de toute façon, c'est une endomyofibrose. Donc là, on va plus loin que le rythmologue, va plus loin que l'aspect électrique. Il regarde dessous les choses, et en effet, ce qui conditionne l'expression rythmique d'une maladie, c'est l'anomalie musculaire. Ce n'est pas que le rythme. Donc voilà, et le rythme, finalement, chez cette patiente, était conditionné par une anomalie, une myopathie atriale déterminée par un variant SN5A. Donc voilà, donc c'est clair que maintenant, ce variant, on le recherche. J'ai tous les enfants qui ont un flotteur, justement, même chez les adultes, parce qu'on sait que quand il est présent, ce variant, il expose le patient qui en est porteur à l'AVC. Et ça nous évite finalement de traiter à l'aveugle les patients avec anticoagulants, et on justifie notre pratique. Donc elle a plus de poids. Et ça nous a conduit bien sûr à rechercher d'autres gènes finalement pour cette myopathie, d'avoir une approche multimodale avec maintenant IRM4D, dosage biologique finalement, et aussi dosage génétique. Alors 20 000 gènes, c'est pas facile. Et juste une petite histoire comme ça à Lyon, c'est l'histoire de PTX2. Donc c'est un variant, on est parti des patients en chirurgie, donc l'oreillette gauche une partie de l'oreille gauche est prélevée, on fait une étude transcriptomique, et on voit qu'il y a une dérégulation d'un gène, notamment un gène downregulated, donc c'est le PTX2. Et donc après, on recherche des variants ADN chez les patients, et on s'aperçoit que certaines familles sont porteurs de PTX2, de variants de PTX2. Ça coïncide avec des études de JWAS aussi qui ont mis en évidence que PTX2 le polymorphisme était plus présent chez les gens avec FA que sans FA, donc on était content. Ensuite, on a recherché aussi PTX2, c'est un modèle d'arythmie atriale qui est le rat, et donc là aussi, on a essayé de le moduler. On a trouvé entre-temps comment PTX2 était dérégulé, avec notamment une méthylation par les CPG, donc méthylation de l'ADN. Donc on a essayé un médicament utilisé en pratique humaine, qui est la décitabine, qui est un inhibiteur, donc la méthyltransférase, donc qui en effet est utilisé chez le rat. Et donc en effet, on arrive en déméthylant le promoteur de PTX2 dans un modèle de supplétion atriale chez le rat. Encore une fois, on arrive à réverser le phénotype. Après, l'autre étape, bien sûr, c'était d'essayer la décitabine chez l'homme, mais bon, il n'y a pas d'agent déméthylant bien toléré pour l'instant, mais c'est une des pistes, vous voyez, donc, de médecine personnalisée. Après, on a été plus loin. Ça, je vous raconte une histoire en 5 minutes, mais ça dure 4-5 ans pour un variant. Après, l'analyse gène candidat par NGS, pareil, là, on a, avec l'analyse, donc là, on a commencé par 100 patients, 94 patients. On a trouvé des mutations, justement, avec des gènes différemment de ceux qui codent pour les protéines liées à l'instabilité électrique, donc des gènes de cardiomyopathie. Encore une fois, donc on se dirige vers la cardiomyopathie. On a exprimé ces gènes, finalement, dans des modèles expérimentaux. Encore une fois, tous les modèles sont faux, mais certains sont utilisables. L'essentiel, c'est la drosophile, un cœur, ouais, le tube, mais enfin, c'est un cœur quand même. Donc là aussi, on a mis en évidence donc, des arythmies avec PTX2, et aussi au niveau avec le zebrafish. C'est récent, c'est un article qui vient d'être publié, avec notamment les mécanorécepteurs. Pour ceux qui connaissent, les mécanorécepteurs, c'est très important pour la rythmogénicité, parce que c'est des gènes les protéines, quand elles sont étirées, eh bien, conditionnent la contractilité et la rythmogénicité. Quand un cœur est étiré, il est arythmique. Donc là, le substrat, c'est en effet ces mécanorécepteurs, notamment piezo-1. Et donc ce piezo-1, quand il est exprimé donc, chez le zebrafish, montre une arythmie, comme chez la drosophile aussi, comme vous voyez dans ce cas-là, dans le cas contrôle, et dans le cas finalement muté. Avec ce qui était assez étonnant, c'était âge-dépendant, comme la FA. La maladie, c'était une maladie âge-dépendante. Et donc c'était aussi ça ce qu'on essaie aussi de faire, on verra après tout dans un autre exemple, c'est la réplication du phénotype humain dans le modèle animal. Ça nous rassure peut-être faussement, mais en tout cas on est content de voir qu'il y a des coïncidences, des concordances, comme notamment la prédominance de l'âge ici dans ce modèle de drosophile. Donc voilà, vous voyez, on avance, on décrypte, on creuse avec les outils qui sont à notre disposition. C'est pas toujours facile, mais bon, ça prend du temps. Mais voilà. Donc, une autre histoire aussi, puisqu'on est toujours dans l'arythmie déterminisme musculaire, hein, c'est l'histoire de la cardiopathie rythmogénétique névrotrophique, c'est l'histoire d'un patient. Alors là, pareil, on a mis 6-7 ans pour réaliser cette histoire que je vais vous raconter. Donc, c'est un patient qui souffre de dysplasie rythmogénétique ventricule droit, qui a été greffé. Donc, on a eu son cœur, bien sûr. Ensuite, on a transformé des cellules IPS à partir du patient en cardiomyocytes. Donc voilà, c'était aussi long. Et après, on a essayé de phénotyper ces cardiomyocytes de ce patient, de cette mutation, pour avoir des outils thérapeutiques et pour en effet
et éventuellement dégager des principes, des mécanistiques et des cibles thérapeutiques nouvelles. C'était l'objectif, il y a 10 ans. Et voilà, c'était la première chose qu'on a vue. J'aime bien toujours montrer, je me fais plaisir, hein, cette diapositive, parce que c'est vraiment, on a vraiment le cœur in vitro. Et vous voyez, le patient ici, et là c'est le témoin, le patient est décédé entre-temps, donc il était très intéressé aussi. Je pense que c'est important dans la recherche aussi. Les patients pour les maladies rares, comme l'aminopathie haute, sont très intéressés de connaître finalement les progrès de la recherche. C'est une façon aussi, ça fait partie du soin, de leur montrer ce qu'on cherche dans les laboratoires. Et donc vous voyez, ce cœur syncytium régulier, homogène, qui bat de façon très synchrone, et donc à côté, vous voyez, une mutation, un patient muté, les cellules du patient in vitro, cette arythmogénicité. Spontanément, les cellules sont arythmiques. Ça, pour un rythmologue, c'est un peu remarquable, parce que c'est vrai qu'on se demande toujours d'où naît l'arythmie et quels sont les mécanismes. Vous voyez que le myocyte en lui-même, hein, c'est pas de la fibrose, machin, dont on nous parle avec les radiologues, tout ça. Non, c'est le myocyte qui possède intrinsèquement, avec cette variante DSC2, c'est la desmocoline 2, c'est-à-dire c'est des protéines, vous voyez, qui unissent nos cellules, c'est l'armature, c'est le ciment. C'est un peu comme le corset de la reine d'Angleterre avec les agrafes. Vous voyez, ça permet à notre cœur finalement d'être bien rigide, enfin rigide dans une certaine mesure d'ailleurs. Et voilà, donc ça c'est vraiment important. Et encore une fois, une variation des C2 et un patient. Et ce variant des C2, il a été classé classe 3 par nos amis biologistes, encore une fois. Donc maintenant, c'est vrai qu'il est facilement classe 5, mais enfin, peu importe, c'est pour la petite histoire. Vous voyez, encore une fois, toujours ces images. On continue avec les MFD, mais encore, c'est extrêmement long. Mais ça devient de plus en plus fréquent maintenant avec, vous savez, CRISPR-Cas9, etc. On arrive à faire de l'humanisation de nos modèles, que ce soit, je vous ai montré aussi le C. elegans aussi, on humanise le C. elegans maintenant pour le faire exprimer des maladies humaines. Et donc, c'est vraiment assez fantastique ce qui va se passer. Alors, mais on continue, on revient à nos moutons avec ce patient. Et ce qu'on a mis en évidence avec le phénotype électrique, donc le patch clamp, et ça, c'est juste une microélectrode plantée dans les cellules, fichée dans les cellules. C'était assez étonnant parce que le potentiel d'action était raccourci. C'est bizarre parce que tous ceux qui ont une insuffisance cardiaque, il y a un QT long, le muscle est défaillant, la repulsion ventriculaire s'allonge et s'étire. Maintenant, là, il était raccourci. Et deuxième chose, ça c'est pour les rythmologues, je ne sais pas si on a dans la salle, mais aussi c'est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle l'absence de reversius dependence. Plus le cœur se ralentit, plus la repulsion ventriculaire s'allonge. Ce qui fait que quand on prescrit des médicaments bradycardisants, on risque de faire une mort subite. Et dans ce cas-là, ce n'était pas du tout ça. Plus le cœur se ralentit, et moins la repulsion ventriculaire, le QT s'allonge. Donc s'il y avait un QT court, et on a essayé de comprendre pourquoi le QT était court et la potentiel d'action, il n'y avait pas de dynamique du QT anormal. Eh bien, on était plus loin, bien sûr, les potentiels d'action spontanée, l'arythmie, donc je le passe. Et puis, on a utilisé un courant potassique qui s'appelle IKR, donc rapide, courante, donc c'est un courant entrant en repolarisation rapide. Et donc, c'est cette protéine qui est anormale, par exemple, dans les mutations KCNH2 du QT long et le QT2. Et donc, on a mis en évidence, finalement, encore une fois, en allant plus loin, vous voyez, de la cellule, la préparation tissulaire à l'électrophysiologie, au niveau du canal potassique et bien sûr au niveau de la génétique, en mettant en évidence cette anomalie électrique. Et puis, fort de cette information, on s'est dit, on va quand même aller regarder chez l'homme, parce que c'est beau d'avoir une cellule, mais ce qui se passe chez l'homme avec DAVD. Et donc, on a remonté une histoire, vous voyez, 1989, qu'on va dans les archives, on va fouiller souvent un travail de fond. Hein, donc, et cet homme de 25 ans, avec des syncopes répétées au repos, il y a un QT normal, il fait ce qu'on appelle un phénomène R sur T, où il y a une extrasystole au sommet de l'onde T, qui se voit dans les syndromes de QT court avec des dysfonctions finalement calciques diastoliques, hein, notamment suivies par les RYR2. Donc on le traite par nadolol, défibrillateur, donc il recommence, on le met sous sotalol, il ne fait plus d'arythmie. Et puis vous voyez, il progresse progressivement, et puis après, au bout de nombreuses années, il développe une CAVD. Donc c'était une CAVD qui s'exprime au niveau rythmique au départ, avec un QT court. Donc c'était vraiment, et depuis on a été de nouveau chez d'autres patients, on a vu en effet que les patients avec des AVD avaient des QT courts. Et ils avaient l'absence d'allongement du QT lors des bradycardies ou à l'examen Holter. Mais on revient à notre modèle, donc là c'était l'électrophysiologie, avec cette fois-ci la dynamique calcique. Là c'était intéressant aussi parce qu'on a mis en évidence des anomalies, ce qu'on appelle des sparks calcium anormaux. Vous voyez, donc il y avait aussi un relargage à partir de RYR2, je pense au niveau des réticulums sarcoplasmiques, du calcium pendant la diastole, qui est à l'origine en effet des arythmies et des phénomènes R sur T dont on a vu. Et c'est important, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Le taux d'asynchronie aussi, et bien sûr, on y pense tous, c'est moduler ce phénotype qu'on vient de voir thérapeutique. Avec le Sotalex, qui est un inhibiteur des canaux IKR, on a vu qu'il y a une surexpression des canaux IKR,
Donc là, on a vu aussi qu'il n'y avait pas de reversion dépendance. Donc le Sotalex, vous le donnez à vos patients, le QT s'allonge, mais chez les patients avec des AVD, il ne va pas s'allonger parce que justement, ils ont une réserve potassique extrêmement importante. Donc on était très contents de tout ça. On a fait la même chose avec la flécaïne. On a fait aussi avec l'inhibition de la voie Piper-gamma parce que, comme vous le savez, dans la dysplasie érythrogène du ventricule droit, il y a une dégénérescence graisseuse myocardique. Donc on a un mécanisme des graisses aussi. Puis dernièrement, on a utilisé, je pense, une nouvelle classe d'antiarythmique, c'est l'aldostérone. Parce que là, on l'a vu, mais bientôt, j'espère que c'est la finérénone. Là, pareil, on a un effet antiarythmique avec l'antagoniste de l'aldostérone par l'intermédiaire des minéralorécepteurs. Donc, c'était aussi très intéressant. Enfin, je vous passe aussi l'histoire. Et ça a débouché sur finalement un essai randomisé qui est en cours, l'étude BRAVE, justement, on donne de l'aldactone versus placebo aux patients avec des AVD. Donc ça, c'était très intéressant. C'était une belle histoire aussi. Après, le reste, bon, c'est vrai que c'est un peu catalogue, sauf à la fin où vous verrez notre expérience. C'est par exemple une fille de 10 ans avec syncope. Vous voyez donc, excusez-moi, c'est la même photo, mais c'est pour l'illustration. Et là, c'est typique aussi. Je pense que c'est assez extraordinaire comme le QT long, hein, donc dans la prédiction. C'est vraiment important quand vous avez un gène YR2 mutant, comme dans cette famille de cette patiente. Et bien là, ou casque 2 ou autre chose, là, le bêta-bloquant remplace le défibrillateur. Alors qu'autrefois, il fallait mettre un défibrillateur à ces gamins, on était assez dépourvus. Donc ça, c'est une idée, un aperçu de ce qu'on peut faire avec ça. C'est pas si simple parce qu'encore une fois, je vais laisser aller vite, hein, donc parce que oui, c'est une patiente de 15 ans qui fait une syncope. Elle avait non seulement un variant YR2, mais elle a aussi une séquelle fibro-graisseuse au niveau du ventricule droit. Elle avait aussi une anomalie de naissance du coronaire. Donc, vous voyez, elle avait 3 choses à la fois pour expliquer une syncope. Ça traduit un peu la complexité du terrain. Le QT long, je vais aller vite aussi, donc c'est simplement aussi, il y a une liste de gènes, vous les connaissez tous, il y a principalement 3, le QT1, 2, 3, avec les mutations sur les canaux potassiques et les canaux sodiques. Là aussi, c'est assez complexe, mais c'est assez extraordinaire dans le domaine de la prédiction. Juste un exemple avec le QT2, il y a aussi le QT1, vous voyez, quand il y a une mutation qui affecte des acides aminés qui se trouvent dans le pore, dans la région du pore membranaire, alors là, il y a une gravité qui est plus importante, donc ça nous permet d'indiquer aux patients, finalement, d'être plus vigilants au niveau de la compliance, l'observance, et puis aussi des manœuvres comme de surveiller le kaliémie, etc. Donc ça, c'est un exemple, il y en a d'autres. Hein. Donc ça nous aide dans la stratification du risque, c'est le sujet du jour. Hein. Donc c'est vrai, vous voyez, simplement avec le gène, actuellement, nous permet de... la plus belle histoire que j'ai eue, c'est avec un patient avec QT1, la semaine dernière. C'est un jeune patient de 13 ans qui avait un QT1, mort subite dans la famille, et puis on se demandait tous s'il fallait qu'il arrête le football en compétition. Et là, on a son gène, mutation sur KVLQT1. Et là, c'est assez extraordinaire. Hein, parce que pourquoi ? Parce que vous savez que KVLQT1, c'est 100% de réponse au traitement bêta-bloquant. Donc ce patient, on l'a laissé faire son foot en compétition, avec, bien sûr, une surveillance régulière. Pareil, un ambulancier de 20 ans qui a une mutation SCN5A avec un QT à 500 millisecondes, SCN5A, mutation LQT3, c'est des morts subites au repos la nuit. Donc il n'y avait aucune raison de contre-indiquer sa profession en tant qu'ambulancier. Voilà. Donc vous voyez un peu la génétique au niveau de la prédiction. Alors après, il faut se méfier parce qu'il y a des... Ça prête à discussion, hein, mais je vous assure que c'est vrai. Le patient de l'ambulancier, là, je le suis depuis à peu près 15 ans, vous voyez, donc il n'a jamais fait d'arythmie, rien du tout. Et pourtant, je vous assure qu'il a un QT extraordinairement long. Et il est heureux en plus. J'ai même sa mère qui m'a téléphoné pour le remercier de l'avoir laissé continuer son boulot parce que tout le monde voulait l'arrêter dans son travail. Comme le jeune gamin qui voulait toujours continuer à faire du foot. Donc voilà, la génétique peut prédire, entre guillemets, enfin dire et expliquer aux patients dans des conditions, c'est assez, voilà, donc sans trop de choses compliquées, mais c'est des rares cas. Cette anomalie-là, vous la connaissez tous, hein, donc c'est un aspect ECG semblable à celui rencontré au syndrome de Brugada, donc c'est vrai que beaucoup d'encre ont coulé là aussi. On est parti avec des dizaines de gènes, les 16 exactement, 350 mutations, et maintenant on vient à un seul gène, c'est SCN5A, voilà, donc qui est muté et qui peut être responsable de quelquefois. Ça nous arrive d'avoir des mutations, comme on dit, pathogènes dangereuses. Voilà. Et puis je terminerai par mort subite infarctus du myocarde. Aussi, c'est une étude lyonnaise, vous voyez qu'on a commencé, c'est un PHRC qui date de 8 ans maintenant. Donc l'idée, c'était de distinguer les patients qui font une mort subite à la phase aiguë d'infarctus du myocarde. Donc voilà, donc c'est une première cause de mort subite. Et voilà, donc on a utilisé une approche gène candidat, avec notamment la connexine 43. Connexine, vous savez, c'est ces protéines intercellulaires, donc aussi au niveau longitudinal, qui assure la communication métabolique et ionique entre les cellules. Là, c'est une technique de frappe où on a isolé 3 variants. Effet extraordinaire, c'est que ces variants s'exprimaient surtout dans des conditions ischémiques. Donc, encore une fois, ça reproduisait l'anomalie clinique qui est caractérisée par l'association hypoxie, acidose et puis hyperkaliémie.
en baissant le pH de ces préparations, on arrivait à reproduire finalement l'absence de conduction entre deux cellules. Puis après, on fait le marquage, etc. On a fait aussi dernièrement, c'est publié la semaine dernière, donc aussi pour les récepteurs adrénorécepteurs, aussi qui distinguent non seulement le risque, mais aussi qui permettent de nous dire quel patient répondra ou non au bêta-bloquant en situation d'ischémie. Voilà. Et puis notre dernier projet, c'est justement le projet Cockpit là, qu'on a avec Marseille. C'est-à-dire, encore une fois, comme on est inondé encore une fois d'informations, eh bien, ce qu'on se propose de faire maintenant avec les radiologues, notamment au niveau de l'IRM, c'est l'analyse par intelligence artificielle. Mais enfin, ça aussi, c'est commun et je ne vous apprends rien du tout. Mais enfin, c'est un projet qui marche actuellement entre Lyon et Marseille de cette année, donc un projet PRMR. Et puis voilà, donc c'est le score Cockpit. Voilà. Après l'environnement, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et puis ma dernière